Coucou les amis, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On continue d'aborder dans cette vidéo le livre Frères et sœurs sans rivalité, mais cette fois-ci en exploitant un nouveau chapitre qui sera aider les enfants à cesser de jouer des rôles. Donc dans ce chapitre, les auteurs reprennent l'idée que dans les familles en général, des rôles sont distribués ou joués par les enfants. En effet, les auteurs soulignent que des rôles peuvent être distribués par 3 personnes différentes et on va voir tout de suite quelles peuvent être ces personnes et pourquoi. Donc les premières, c'est l'entourage. L'entourage, ça peut être les grands-parents, les voisins, les professeurs, mais en premier plan quand même, c'est plutôt les parents. Donc beaucoup de parents donnent souvent volontairement ou involontairement des rôles à un ou plusieurs de leurs enfants et ressentent ainsi le besoin de les caser dans une catégorie. Ça peut être le cerveau de la famille, la petite princesse, le casse-cou, le clown, le responsable, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement le petit dernier ou l'aîné. Et dans ce cas, automatiquement, on va agir en fonction de cette place que nous leur attribuons. L'aîné sera donc très souvent considéré d'office comme le responsable de la fratrie, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, et on lui fera porter beaucoup plus de responsabilités. Et à l'inverse, le petit dernier, même s'il a 18 ans, sera toujours considéré comme le bébé de la famille. Et les parents, en général, auront tendance à être beaucoup moins exigeants avec lui. Alors le livre passe en revue les raisons qui nous poussent en général à attribuer ces rôles ou ces surnoms aux enfants. Et ce qu'il en ressort, ce sont 4 raisons. La première serait que on a des fois le désir d'en réconforter un, mais au détriment de l'autre. Toi, tu es comme ci, comme ça, à l'inverse de ton frère ou à l'inverse de ta sœur qui est comme ci, comme ci, comme ça. Donc essayer de le réconforter en malheureusement dénigrant un petit peu l'autre membre de la famille. Le deuxième cas pourrait être une projection de nos propres faiblesses ou de notre vécu sur l'un de nos enfants ou sur nos enfants. Par exemple, donc dans le livre, il est donné l'exemple de la procrastination, d'accuser un enfant de procrastination quand nous le sommes nous-mêmes, ou alors de détester un trait de caractère chez un enfant, je sais pas moi, la timidité. Si on est très timide, on peut aussi faire une projection et de dire ah bah toi tu es comme moi, tu es très timide. Le troisième cas serait le fait de montrer que nous les connaissons bien. Lui il est généreux, tandis que l'autre il est comme ci et que l'autre elle est comme ça. Voilà, donc on leur dit en réalité qu'on les connaît bien. Le quatrième cas est celui de dire, de montrer à chacun en fait, chacun d'entre eux, qu'il est un peu spécial, donc on lui attribue un petit nom spécialement pour lui. Ensuite il y a, donc là on a vu le cas donc, des rôles qui seraient attribués par l'entourage et les parents en premier plan. Et maintenant on va voir le cas des rôles que s'attribuent eux-mêmes les enfants. Certains enfants en effet joueront volontairement un rôle pour arriver à un but bien précis. Je m'explique. Il y en a qui vont jouer le rôle du bon garçon pour s'attirer l'approbation et la sympathie, voire les faveurs de ses parents, de la maîtresse, etc. D'autres qui vont volontiers faire le clown, ils vont faire rire la galerie et en général ceux-ci s'en tirent à très bon compte, ils font toujours rire la galerie et on les réprimande jamais. D'autres vont jouer sur un autre axe qui va être celui de jouer les incapables entre guillemets. Ils vont jouer les incapables qui ne peuvent rien faire seuls et qui en général se débrouillent toujours pour que l'on fasse les choses à leur place. Je ne sais pas faire la vaisselle, je ne sais pas m'habiller tout seul, je ne sais pas. Et du coup ils se débrouillent pour qu'on le fasse à leur place ou qu'on les serve, etc. Et enfin, le dernier cas, mais non des moindres, qui je pense arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, ceux qui vont jouer les bad boys, les racailles entre guillemets, appelez-les comme vous voudrez, qui vont jouer ce rôle-là pour attirer l'attention sur eux. Même si c'est d'une manière négative, ce qu'ils recherchent en réalité, c'est d'attirer l'attention sur eux. Voilà, donc on a vu donc l'entourage, le rôle que se donnent les enfants eux-mêmes. Et le troisième axe qui est développé dans le livre, c'est le cas de figure des enfants qui s'attribuent des rôles les uns les autres. Donc pour illustrer ce cas, il est cité dans le livre un cas de 2 frères. L'un d'entre eux est plutôt grand et costaud, tandis que l'autre est plutôt petit et maigre. Et pourtant, celui qui est le plus chétif des deux a réussi à s'attribuer le rôle du costaud, mais pire encore, il a réussi à persuader son frère qu'il était un garçon faible. Et ce dernier, donc le frère, se considérait effectivement comme quelqu'un de faible. Cela illustre bien qu'à force de s'appeler les uns les autres par des surnoms, souvent pas très sympathiques en plus, et qui les définissent, ils réussissent à ancrer ce rôle comme faisant partie intégrante de leur personne, de leur personnalité, et qui les définit. Donc ça, c'est le premier danger. Maintenant, il est intéressant de comprendre quels sont les problèmes que ça engendre, parce qu'on pourrait très bien se dire, oui, on attribue des rôles, et alors ? Donc voyons un petit peu qu'est-ce que ça peut engendrer derrière tout ça. Donc le premier cas serait que vous considérez l'un de vos enfants comme étant le cerveau de la famille, le sportif, l'artiste, etc. ce que vous voulez. Cela sous-entend automatiquement que les autres ne le sont pas, ou en tout cas sont moins bons, moins légitimes que lui. Donc pour eux, cela pourrait provoquer certainement de la jalousie, de la rancœur, de la frustration,
et donc de la rivalité vis-à-vis de lui. Et pour l'enfant considéré dans ce rôle, cela peut soit provoquer chez lui un comportement plutôt arrogant, orgueilleux vis-à-vis de ses frères et sœurs, se sentant plus estimé qu'eux par ses parents, soit au contraire lui mettre la pression à devoir toujours tenir ce rôle aux yeux de ses parents, avec la peur en plus de les décevoir si jamais il chute. Et il y a le cas de l'aîné, comme je disais tout à l'heure, qui est souvent considéré et enfermé dans le rôle du responsable de la fratrie et qui a beaucoup moins le droit à l'erreur que les autres. Donc ça aussi, ça peut être un danger pour lui, une pression. Ensuite, le second risque que cela comporte de les enfermer dans un rôle dans lequel ils se sentent piégés et de les empêcher de s'épanouir autrement, dans autre chose. Prenons le cas d'un enfant qui a toujours aimé le basketball et qui le pratique assidûment. Cependant, petit à petit, il s'en désintéresse et il aimerait essayer d'autres sports. Seulement, depuis toujours, on lui rabâche que c'est le nouveau Michael Jordan, que ça va être un grand champion, que le basket fait partie de lui, que c'est sa deuxième nature en quelque sorte. Ne pensez-vous pas qu'il aura beaucoup de mal à envisager de changer de sport, même s'il n'aime plus ça? Ou ne serait-ce même que d'en parler? Il risque de se sentir vraiment piégé dans ce rôle qu'on lui fait porter. Il peut même avoir peur d'être dévalorisé s'il ne pratique plus le basket parce que on ne le reconnaît que par ça. Donc ça lui met vraiment une pression terrible. Et enfin, le troisième risque que ça comporte, c'est de les conforter dans leur rôle. De les conforter dans ce rôle qu'ils jouent. Souvent, on se plaint d'un certain comportement de l'un de nos enfants, et pourtant, on ne fait rien pour l'arranger. Pire encore, on peut même parfois accentuer ce comportement par nos agissements. Prenons un exemple. L'exemple de l'un de vos enfants pour lequel vous déplorez sans cesse qu'il ne sait pas se défendre face aux chamailleries avec ses frères et sœurs. Il fait toujours la victime. Et pourtant, dès qu'il a le moindre conflit avec un autre membre de la famille, vous volez littéralement à son secours. Vous essayez de le défendre bec et ongle face aux autres en disant qu'il ne sait pas se défendre seul, sans lui avoir laissé la moindre chance de le faire lui-même. Cet enfant, il prendra l'habitude que vous voliez à son secours et sera de plus en plus incapable de se défendre lui-même. Ça va le conforter, effectivement, dans son rôle de victime. Ou un autre cas. Vous vous plaignez que l'un de vos enfants est trop timide. Et pourtant, dès que vous sortez avec lui et que vous rencontrez une de vos voisines et vous dit bonjour, etc., et elle s'adresse à votre enfant, « Oh, mais tiens, en quelle classe, toi ?» par exemple, ou « Tu t'as quel âge ?» ou je ne sais quoi. Elle lui pose une question. Et immédiatement, vous répondez à sa place, en vous disant déjà que de toute façon, il est trop timide, il ne va pas répondre, sans lui avoir laissé la moindre chance de le faire. Là encore, ça va le conforter dans son rôle. Donc, maintenant qu'on a vu les risques de ces situations, passons en revue un petit peu les solutions qui sont proposées dans le livre. L'idée est vraiment d'aider les enfants à sortir du rôle dans lequel ils sont enfermés. Et comme récapitulatif des habiletés qu'on peut mettre en place, je vais vous lire un petit peu ce qui est noté dans le livre. Alors, c'est parti, je vous présente les 6 habiletés que l'on peut mettre en place au quotidien pour essayer de sortir les enfants dans le rôle dans lequel ils sont enfermés et ainsi les aider à s'épanouir vraiment. Donc, la première serait de rechercher la moindre occasion de lui présenter une nouvelle image de lui-même. Comme par exemple un enfant qui se dit vraiment être bourrin, voilà, qui casse tout. Eh bien, vous pouvez trouver la moindre occasion, un jouet qui n'a pas cassé, par exemple, et lui dire, regarde, oh waouh, ça fait 3 ans que tu es là, et regarde, il est encore intact, il est comme neuf. Voilà, donc ça va lui donner une autre image de lui-même, et l'enlever un petit peu de cette image de bourrin, et faire ça régulièrement. La deuxième serait de le placer dans une situation qui lui permette de se voir d'un œil différent. Par exemple, quelqu'un qui dit être pas très bricoleur, maladroit avec ses mains, etc. Et ben, vous trouvez quelque chose à visser et vous lui dites, oh tiens, regarde, est-ce que tu peux prendre le tournevis qui est là et me resserrer les poignets de ces tiroirs, ou vraiment le placer dans une situation de victoire où il va se voir d'un autre œil parce qu'il aura fait quelque chose qui contredit en fait sa façon de se voir lui-même. Ensuite, la troisième serait de faire en sorte qu'il vous entende dire des choses positives à son sujet. Parler à quelqu'un de lui, mais de façon positive, de façon à aborder en fait ce sujet, ce rôle dans lequel il s'est mis. Donc là, dans le livre, il disait oh, il a tenu son bras bien droit et même si le vaccin lui a fait mal, il n'a pas bougé. Voilà, donc après, voilà, à prendre des exemples de votre vie. Le quatrième point, de donner vous-même l'exemple du comportement que vous souhaitez lui inculquer. Un mauvais joueur, par exemple, quelqu'un qui fait toujours des histoires s'il perd un jeu, quand vous perdez, eh ben vous lui montrez ce que vous voudriez qu'il fasse. Donc lui montrer le comportement que vous voudriez qu'il ait. Là, à ce moment-là, ces neurones miroirs vont agir
il vous voit faire quelque chose et automatiquement, il va essayer d'imiter ce comportement. Ensuite, le 5e point, soyez son coffre à trésor. Tu te souviens la fois où t'as fait ci, où t'as fait ça, et tu te souviens l'autre jour quand on est allé là, et machin, bidule. Voilà. Donc vraiment être le coffre au trésor de ses bons coups. Ça, c'est très important. Et le 6e point, quand son comportement reflète l'ancienne image qu'il avait de lui-même, exprimez vos sentiments et vos attentes. J'aime pas quand tu fais ça. Même si tu es très déçu, je m'attends à ce que tu sois bon perdant, par exemple. Dans le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc exprimer ses sentiments et dire ce que vous attendez de lui. Voilà, donc ça c'est les 6 habiletés qui sont mis en avant dans le livre, et si on les applique quotidiennement, vous allez vraiment avoir des outils en main pour essayer de les sortir de ce rôle qu'on leur a donné ou qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur ce sujet qui est à mes yeux très important et vous permettra de retrouver des vraies solutions pour ne plus les enfermer dans un rôle en particulier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.